Il y a une autre candidate de gauche qui, j'en suis sûre, fera de cette question de l'égalité face à la santé et aux soins une priorité. Elle est également maire de Paris, elle est la candidate du Parti socialiste. Nous accueillons tout de suite Anne Hidalgo. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. C'est à vous, vous avez entendu depuis l'arrière les propositions de Yannick Jadot. Vous avez 7 minutes pour vous adresser à tous ceux qui s'inquiètent de la santé des Français. Quel est votre programme, vos promesses sur la santé pour les Français? Merci tout d'abord à la Mutualité française et à Éric Chenu de nous permettre de présenter ces propositions sur un sujet fondamental. Mes convictions, vous les connaissez, ce sont celles d'une femme de gauche. Pour moi, les questions de protection sociale, de santé sont fondamentales. Une société ne peut pas fonctionner, ne peut pas aller vers sa prospérité et sa cohésion et donc vers la paix s'il n'y a pas la prise en charge, la sécurité qui est donnée à nos concitoyens et à nos concitoyennes avec une égalité d'accès. Nous le savons, c'est l'héritage, le message de l'après-guerre et du Conseil national de la résistance. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Eh bien, notre santé est mise à mal. Elle est mise à mal, on le sait, avant même cette crise Covid. Avant même cette crise Covid, nous avons vu des signes extrêmement forts de ces difficultés, par exemple de l'hôpital public. Nous avons connu des collectifs interhospitaliers avant la crise Covid. Et que nous disaient déjà les soignants à ce moment-là? L'hôpital va mal, l'hôpital n'est pas une entreprise, on ne peut pas lui demander la rentabilité que l'on exige d'une entreprise privée, ce qui au passage était dans la loi portée par Xavier Bertrand. Et l'hôpital va mal et il faut permettre aux soignants d'être plus nombreux, d'avoir des conditions de travail qui leur permettent de s'occuper des Françaises et des Français et de pouvoir les accompagner au moment où ils sont fragilisés dans leur santé. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons absolument considérer l'hôpital public, la santé publique comme un bien public, comme un bien commun, que nous devons arrêter, je l'ai dit dans mon programme, mettre un terme à cette idée de l'hôpital entreprise. Passer à une autre façon aussi d'analyser et de percevoir les besoins de santé. L'hôpital ne peut pas être financé comme il l'est aujourd'hui, à partir d'un ONDAM, à partir d'une tarification à l'activité, qui fait qu'on le met dans cette situation de compétition où jamais il ne pourra être performant au sens des critères privés par rapport à l'hôpital privé et par rapport aux cliniques. Donc il faut un système de financement de l'hôpital public que je réformerai profondément. On partira d'abord des besoins de santé de la population. Nous débattrons chaque année au premier semestre au Parlement, parce que le Parlement doit avoir son rôle, des besoins de santé publique de la population. Nous ferons ce travail d'ailleurs en associant les territoires, parce qu'il y a des réalités différentes dans le pays. Et ensuite, au moment de la fin d'année, c'est-à-dire quand on délibère, quand on vote la loi de finances et notamment la loi de finances de la sécurité sociale, eh bien à ce moment-là, on attribuera les moyens à l'hôpital en fonction des besoins de santé publique et non pas à partir de critères comptables. Bien sûr qu'il faut aussi, pour garantir l'égalité sur tous les territoires, s'attaquer à un autre sujet qui est là, qui est un sujet de préoccupation des Françaises et des Français, les déserts médicaux. Et comment on fait pour s'occuper de cette question des déserts médicaux? Eh bien, on forme beaucoup plus de médecins, 15 000 médecins par an, plus d'infirmières, plus aussi de sages-femmes. On les forme, mais on sait qu'il faut 10 ans pour former ces médecins. Donc, je propose une mesure d'urgence qui consiste à utiliser cette 4e année d'internat comme une année de professionnalisation où nous proposerions aux internes d'aller dans ces déserts médicaux. Bien sûr, ils ne seraient pas considérés comme des internes. Bien sûr que ce n'est pas une façon de leur dire « vous avez des études longues et vous allez payer pour la non prise en compte des besoins de santé des années précédentes ». Donc ça veut dire une rémunération à 3 500 € et également, bien sûr, un accompagnement parce que ça doit être une année de
professionnalisation, mais cette mesure, dès 2022, permettrait de déployer environ 4000 jeunes, 4000 internes dans les différents déserts médicaux. Et puis, parce que ça me paraît très important, et on aura sûrement l'occasion d'y revenir dans la discussion avec vous, je pense qu'il faut que notre pays passe enfin à une politique de santé publique que nous n'avons pas. Et quand on regarde les écarts de vieillissement en bonne santé par exemple, comparaison Suède et France, on voit bien que l'écart 73 ans, je crois, pour les Suédois et 65 ans pour les Français, que cet écart est lié à quoi? Chez nous, une absence de politique de santé publique. Une absence de politique de santé publique qui passe par l'alimentation, par la santé environnementale, par l'exercice physique, par plus de médecins, par plus de prévention. Et donc cette politique de santé publique, je veux vraiment la mettre en place. D'ailleurs, cette conviction que j'ai, je suis en train de l'appliquer aussi à Paris, alors que la santé n'est pas une compétence communale. Donc ça me paraît très important de s'engager dans cette politique de santé publique. Et enfin, je vais vous dire, je suis socialiste, je suis profondément social-démocrate. Ce que je vous dis là ne vous surprendra pas parce que je suis de cette grande famille de la gauche républicaine, de cette gauche sociale, de cette gauche européenne et universaliste. Et aujourd'hui, les fondamentaux sont atteints. Dans notre société, l'augmentation des inégalités, le fait que nos services publics, et notamment l'hôpital, la santé, de l'autre côté aussi l'école, on pourra en parler longuement, que ces deux grands services publics qui sont les piliers stabilisateurs d'une société qui assure aussi la confiance de la population dans ces institutions, ces deux piliers-là sont profondément atteints. Profondément atteint parce que depuis 5 ans, on assiste à des visions ultralibérales qui nient l'universalisme et l'universalité des services publics et notamment de celui de l'hôpital. Moi, je considère que l'hôpital, ça ne doit pas être, le service public n'est pas simplement le service qu'on réserve à ceux qui ne pourraient pas aller se payer les services dans le privé. Je considère que l'hôpital public et le système de santé publique doit être fondamental et universel. Il doit réunir tous les Français, quelles que soient leurs conditions. Et ce n'est pas ce qui est à l'œuvre. Ce n'est pas ce qui est à l'œuvre. Alors nous sommes dans des circonstances dramatiques, avec une guerre en Europe. Nous sommes à un moment où cette campagne a été captée par les chaînes d'infos en continu qui nous ont expliqué depuis des mois que le seul sujet, c'était l'immigration. Et nous sommes là, au pied du mur, mesdames et messieurs. Nous sommes au pied du mur. Nous ne pouvons pas encore passer par-dessus cette élection sans nous poser les questions de où on va, quelle cohésion on veut dans la société et quel type de service public on veut. Et c'est vrai que cette question, et vous les mutualistes, je vous le dis, vous êtes celles et ceux qui font vivre aussi au quotidien, par vos actions, par votre engagement, cette démocratie sanitaire. Et donc je suis très attachée à ce que le mouvement mutualiste, en bonne social-démocrate que je suis, joue son rôle. Et je vous le dis d'entrée de jeu, je suis totalement hostile, opposée à cette idée de grande sécu qui serait peut-être une bureaucratisation, au mieux une technocratisation de nos questions de santé, alors qu'on a besoin de quoi, en santé comme dans les autres domaines de notre vie collective, on a besoin de démocratie. Merci à vous. Anne Hidalgo, non à la grande sécu contre les déserts médicaux pour une meilleure formation, des mesures d'urgence. Vous l'avez développé aussi avec cette 4e année qui se passerait sur le terrain. Et puis la question de la santé publique. Vous y êtes venu naturellement, estimant et rappelant cet écart. On parle souvent de l'espérance de vie, mais vous avez rappelé qu'il y avait aussi l'espérance de vie en bonne santé et qu'en France, on ne peut pas en être très fier. Précisément sur cette question-là, la question du mutualiste, il s'agit, pour vous interroger, de Mathias Savignac, il est vice-président de la Mutualité française, et il a une question sur la prévention. Très bien. La France est en queue de peloton des pays européens en matière de prévention, avec seulement 1,9% des dépenses de santé. La Mutualité française propose de développer l'activité physique adaptée. Comment comptez-vous réaliser enfin la révolution de la prévention pour rattraper le retard de notre pays? Avec quels moyens? Avec quelles ressources?
Quels moyens, quelles ressources, Anne Hidalgo? C'est un sujet fondamental. Pour pouvoir y arriver, soyons clairs, c'est pour ça que je suis opposée à cette grande sécu, ça ne peut pas être un homme seul à la tête de l'État qui va décréter la santé publique dans le pays. Moi, je crois à la mise en mouvement de toutes les forces qui contribuent à cette question de santé publique. Le mouvement mutualiste, mais aussi les collectivités territoriales, qui aujourd'hui dans notre pays font au niveau des départements, au niveau des communes pour l'essentiel, font un travail remarquable. Par exemple, en matière d'alimentation, d'exercice physique, dans les écoles, font un travail aussi, on a parlé tout à l'heure des EHPAD, de nos seniors, du bien vieillir. Donc il va falloir embarquer et se donner cette perspective commune en associant toutes les forces possibles. Le mouvement sportif aussi. On a une chance inouïe, on s'est battu pour avoir la possibilité d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques dans notre pays. C'est dans 3 ans. C'est dans 3 ans. Eh bien, ça aussi, c'est un élément qu'on a mis sur la table avec le mouvement sportif pour dire ça doit être l'occasion de montrer qu'au-delà du sport de très haut niveau, il y a aussi cette activité physique qui doit se pratiquer partout. Quels moyens? Les moyens, d'abord, accroître évidemment les moyens de la santé dans notre pays. Je l'ai dit, dès lors qu'on part des besoins et non pas d'une approche comptable, dès lors qu'on modifie l'ONDAM, on met plus de moyens et on finance l'hôpital, mais on finance aussi le système de santé publique. J'ai prévu pour toutes ces mesures sociales, pas environnementales, mais sociales, d'égalité relative à nos services publics et notamment à la santé, 14 milliards d'euros de dépenses nouvelles que je finance, je vous le dis, j'ai en tout 50 milliards d'euros de dépenses nouvelles dans mon programme et j'ai 50 milliards d'euros de dépenses nouvelles aussi, de recettes nouvelles dans mon programme par le rétablissement de l'ISF, par une réforme de la succession, par aussi la création de valeur. Parce qu'évidemment, moi, dans mon projet, je veux qu'on crée de la valeur par le travail, qu'on réindustrialise, qu'on fasse d'ailleurs dans cette réindustrialisation une grande odyssée industrielle sur les questions de santé. Et ça va créer aussi de la valeur. Je chiffre cela à autour de 10 milliards d'euros dans le programme. Je n'affecte pas telle ou telle recette à telle ou telle dépense, mais bien sûr, c'est avec des moyens supplémentaires. Et sur la question sport, alimentation, prévention aussi des addictions, je pense que nous devons faire ce travail-là. Les chiffres que je citais de différence entre la Suède et la France montrent qu'en Suède, c'est 40 ans de politique de santé publique. Regardez sur la question de l'alcoolisme ou du tabagisme, l'écart qu'il y a par exemple entre nos 2 pays et qui tient à quoi? Essentiellement à des politiques de prévention qui ici n'ont pas été menées. Anne Hidalgo, il y a également à mes côtés Angèle Malatre-Lansac. Bonjour Angèle, qui est directrice santé du think tank l'Institut Montaigne et qui voudrait vous interroger sur la question de la santé mentale. Anne Hidalgo, bonjour. Le sujet de la santé mentale est devenu central au cours des derniers mois. La pandémie a quelque part levé le voile sur la prévalence des troubles en France. Et puis on sait, toutes les études le montrent, il y a eu une explosion des troubles, notamment chez les jeunes, mais aussi dans toute la population. Le sujet reste très tabou, très stigmatisé. À l'occasion d'un déplacement en novembre, vous avez dit que la santé mentale serait la grande cause de votre quinquennat si vous étiez élu. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce sujet et détailler concrètement les actions que vous souhaitez mener ? Bien sûr, oui, ce sera la grande cause de mon quinquennat parce qu'on l'a vu notamment pendant cette pandémie, on a vu la détresse de beaucoup de personnes, la détresse de beaucoup de jeunes. On a vu les suicides aussi augmenter, par exemple. Ça veut dire quoi? Faire de la santé mentale un objectif, une grande cause de mon quinquennat, c'est se fixer un objectif, diminuer de 20% les suicides dans notre pays. C'est apporter des moyens à la pédopsychiatrie. Aujourd'hui, notre pays est vraiment en déshérence par rapport à cela. La détresse des parents, des enfants, mais aussi des personnels soignants qui ne savent plus où orienter des jeunes et des enfants qui ne peuvent pas aller dans les services adultes, qui eux-mêmes sont surchargés. Donc il nous faut recruter massivement des psychiatres, des pédopsychiatres, faire en sorte aussi qu'il y ait des psychologues, de la prise en charge aussi des consultations psychologiques,
par la sécurité sociale pour pouvoir accompagner. Mais vraiment, la question de la santé mentale, et notamment chez nos jeunes, vous savez, j'étais il y a quelques semaines à Lyon, à l'université Lyon 3, et nous étions dans le service de médecine universitaire. Et les infirmiers, les médecins, les psychologues qui étaient là évoquaient cette situation dramatique d'absence de moyens, de prise en compte et de stigmatisation. Et ils nous disaient, on a affaire là à une population de jeunes, ils parlaient des étudiants, qui, pour la première fois, lorsqu'on lui demande de se projeter dans l'avenir, n'y arrive pas. N'arrive pas à exprimer ce qu'elle pourra faire, pourra être dans 5 ans ou dans 10 ans. Ce qui est un drame pour tous les adultes que nous sommes, que notre jeunesse soit à ce point impactée par ce qu'elle a vécu avec cette pandémie, mais aussi avec la question du changement climatique et du risque climatique, que notre jeunesse ne soit en très grande difficulté pour se projeter dans son avenir, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, nous, les adultes que nous sommes. Et je vous le dis, la politique, c'est faire des choix. C'est faire des choix. Moi, je fais le choix d'une société équilibrée, d'une société qui prend soin les uns des autres, d'une société qui place la question du vivant, la question de la fragilité de l'humain au cœur de ce que doit être sa mobilisation, et qu'on arrête de nous expliquer à longueur de journée qu'il y a les winners et les autres, et que ce monde-là, il serait fait pour des winners qui seraient là à tirer les autres qui ne voient pas qu'ils pourraient être aussi un jour des winners. Ça marche pas comme ça, la vie. Quand vous prenez un accident de la vie dans votre famille, dans votre environnement, et un accident de la vie, c'est une maladie, c'est la perte d'un emploi, c'est un divorce, c'est un décès, et que vous prenez ça en tant qu'humain, s'il n'y a pas autour de vous une société protectrice qui vous accompagne, alors ça ne sert à rien d'être une société et de s'organiser collectivement. Notre organisation collective, notre organisation politique doit être dédiée à la protection des plus fragiles. Et je vais vous dire une chose, quand on s'intéresse aux plus fragiles, on devient plus fort, y compris ceux qui vont bien. Quand on fait des progrès dans les domaines de la science, quand on fait des progrès dans les domaines des technologies, regardez la question des mobilités, c'est quoi ? Quand on s'intéresse aux plus fragiles, c'est parce qu'on met les moyens, et cette odyssée industrielle sur la santé que je veux faire, elle doit nous permettre cela. Mais pour cela, il faut en avoir une conviction et une conscience aiguë de cette fragilité humaine, et une conscience aiguë aussi du rôle de la démocratie pour pouvoir aller vers cette société bien plus bienveillante que celle que nous connaissons aujourd'hui. Le refus d'une société de winners et de losers, c'est évidemment une référence à cette phrase du début du quinquennat d'Emmanuel Macron sur ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Qui a vraiment marqué ce quinquennat. Et posez-vous la question, nous sommes avec des mutualistes et des gens qui s'intéressent aux questions de santé et de démocratie. Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent ? La retraite, 67 ans, 65 ans Qu'est-ce qui va se passer pour les plus fragiles, celles et ceux qui ont connu des travaux pénibles ? Je suis une ancienne inspectrice du travail, je connais bien ces questions de prévention et de prévention au travail. Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Rien. Anne Hidalgo, on a effacé les critères de pénibilité. Je voulais précisément vous interroger sur la question de la retraite, mais je voudrais, avant cela, vous allez vous exprimer là-dessus, parce qu'effectivement, cette réforme des retraites, elle n'a toujours pas été faite. Quelle sera votre proposition ? Mais je voudrais encore que Angèle puisse vous interroger sur la question de l'innovation en santé. Vous aviez une question ? Merci. Oui, question de l'innovation et question aussi de cette grande odyssée sur la santé dont vous parlez. La filière santé, c'est un secteur industriel, un secteur économique majeur en France. On a vu pendant la crise de nombreuses difficultés en matière de souveraineté sanitaire. Aussi, la crise a mis en lumière l'incapacité de la France à produire un vaccin. On a peu de biotech en France qui sont susceptibles de passer à l'échelle. On a des chercheurs qui ont tendance à quitter le pays. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire de la France un véritable leader de l'innovation en santé ? D'abord, on se fixe l'objectif de financer la recherche publique. Regardez le plan de relance. Est-ce que nos grands organismes de recherche en ont bénéficié ? Le CNRS et beaucoup d'autres organismes. Est-ce qu'ils en ont bénéficié ? Non. Il y a eu des appels à projets qui, en fait, ont été vraiment, mais quelque chose pour amuser, communiquer, mais pas du tout pour agir concrètement. Donc, pour moi, cette grande odyssée industrielle, elle vise à quoi ? À mettre d'abord, bien sûr,
les chercheurs, mettre les entreprises, les territoires, parce que cette odyssée industrielle, elle n'a pas vocation à être pilotée simplement au niveau national, elle a vocation à réindustrialiser le pays et à se redonner de la souveraineté sur les questions sanitaires notamment, à se donner aussi des objectifs ambitieux, mobilisateurs, qui font que tout un pays se dit on va arriver, si on met les moyens publics, les moyens privés et les moyens de la recherche publique notamment, parce que je crois quand même à la recherche publique, à force de paupériser la recherche publique, effectivement, on se retrouve sans vaccin et avec des chercheurs qui sont partis travailler dans des laboratoires partout dans le monde, eh bien, je mets toutes ces énergies-là ensemble et sur les territoires pour, par exemple, s'attaquer à quoi? Les maladies dégénératives. Croyez pas qu'en France, on pourrait être un pays pionnier, leader, qui avance, qui trouve les solutions industrielles, médicales, les solutions qui permettent de régler, de sortir, de traiter ces maladies dégénératives. Sur la question des cancers, là aussi, il faut que notre pays puisse être un pilote, un pays totalement pilote. On a eu la chance d'avoir les années précédentes ces grands organismes de recherche et d'être un pays qui a compté, mais qui ne compte plus. Et qui ne compte plus. Pourquoi? Parce qu'à force de privilégier en permanence l'initiative privée, à force de casser en permanence les corps intermédiaires, la recherche publique, la fonction publique, on se retrouve au banc des pays européens et des pays quand même que industrialisés. les vaccins qui ont été trouvés l'ont été la plupart du temps par des recherches privées, sous subvention aussi, mais par un véritable partenariat avec le privé. C'est très bien, je ne veux pas opposer le public et le privé, mais regardez maintenant, les laboratoires sont très très largement rentrés dans, je dirais, leurs investissements. Et quand on se retrouve face à l'idée de la libération des brevets, qu'est-ce qui se passe? Les laboratoires, ils font un bras d'honneur, alors qu'on sait très bien qu'on n'arrivera pas à sortir, y compris de cette pandémie, si on ne fait pas tomber ces brevets-là dans le domaine public. Regardez ce qu'avait fait Lula sur la question du sida. Quand il était président du Brésil, il avait dit « je m'en fiche, je considère que les brevets n'existent plus et je produis des génériques ». C'était pas du vaccin, c'était des médicaments. Et il a fait faire une avancée considérable parce qu'il a pris cette décision-là. Donc il faut de la puissance publique, il faut du politique. À quoi sert le politique si ce n'est à permettre à des sociétés de vivre de façon cohérente, équilibrée et en équilibre et à égalité. Quand on a cet accroissement des inégalités qui se fait d'une façon incroyable quand même, vous vous rendez compte que ces 10 dernières années, les 10% des salaires les plus élevés ont augmenté 10 fois plus vite que les 10% des salaires les moins élevés. Et on va trouver ça normal. Et on va nous dire, mais le privé, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Mais quand le privé est aussi embarqué dans des grandes causes publiques, c'est mieux. Parlons de les retraites, vous l'évoquiez à l'instant. Cette réforme des retraites qu'Emmanuel Macron estimait urgente, elle n'a finalement pas été faite. Covid, puis d'autres priorités. Qu'est-ce que vous ferez pour tenter de trouver une solution à ce déséquilibre croissant des retraites ? D'abord, si vous lisez bien le rapport du Conseil d'orientation des retraites, on n'a pas un problème de financement, ni sur le court, ni sur le moyen, ni sur le long terme, de notre système de financement des retraites. Donc on fait rien ? Je vous dis simplement que celles et ceux qui rentrent dans le sujet en vous expliquant que c'est un problème de déséquilibre ne disent pas la vérité, en tous les cas pas ce qui est repris dans les rapports du corps. Qu'ils veulent jouer sur quoi? Ils font de l'âge de départ à la retraite un totem qui est celui d'une vision libérale de la société qui considère qu'il faudrait qu'il y ait moins d'impact sur le PIB du financement de nos retraites. Mais aujourd'hui, ce système-là n'est pas en danger. Et ça, tant mieux. Mais ce système, aujourd'hui, il est encore inégalitaire. Et moi, je vais m'attaquer à ces inégalités. Je ne touche pas à l'âge de départ à la retraite. Ce que je fais, c'est que je remets des droits là où il y a besoin d'en remettre. Je rétablis des critères de pénibilité parce qu'il y a des métiers qui sont très très durs et des métiers qui font que, vous savez qu'aujourd'hui, la probabilité pour des gens qui ont occupé des emplois difficiles, pour des ouvriers, pour des gens
qui avaient de mauvaises conditions de travail de pouvoir bénéficier de leur retraite est quasiment nulle, puisque leur espérance de vie, elle est au-delà de l'âge de départ à la retraite, elle est quand même très atteinte pour toute une partie de la population. Donc je m'intéresse à eux et je mets ces protections pour leur permettre à eux de pouvoir partir à la retraite, y compris avant 60 ans, lorsqu'on a affaire à des personnes qui ont été vraiment sur cette pénibilité. Je m'attaque à quoi d'autre ? Je m'attaque au montant des pensions. Parce qu'un certain nombre de think tanks nous ont dit pendant longtemps les inégalités, c'est entre les jeunes et les vieux sont riches, les jeunes sont pauvres. En fait, il y a des vieux pauvres aussi, comme il y a des jeunes pauvres. Donc moi, je n'établis pas cette confrontation de génération. Au contraire, je considère qu'il y a parmi des personnes âgées pauvres des faiblesses dans les pensions qu'il va nous falloir compenser. Donc je monte le minimum contributif à 1 200 € et le minimum vieillesse à 1 000 €. Et bien sûr que pour la question des droits de départ à la retraite, ça dépend de quoi ? Ça dépend notamment de la façon dont on a travaillé. Ça dépend de la carrière professionnelle. Donc il faut bien sûr permettre aussi à nos concitoyens d'avoir un travail, de ne pas être soumis à ces aléas qui sont le chômage, l'interruption pour les femmes de leur activité professionnelle. Donc il faut travailler sur la partie de la vie professionnelle et il faut travailler aussi sur un sujet qui est celui de l'emploi des seniors, parce que moi je veux bien qu'on nous explique qu'on va partir à 67 ans, mais quand vous voyez le taux d'emploi dans notre pays des 55-62 ans, vous vous dites qu'il y a un petit sujet et que ce n'est pas la peine de transférer de la dépense retraite vers l'assurance chômage parce que ces opérations de passe-passe, donc voilà, mes propositions, elles vont dans ce sens-là pour permettre à nos concitoyens, parce que ça sert à quoi un système de retraite ? Ça sert à pouvoir profiter, une fois qu'on considère qu'on a bien travaillé dans sa vie, avec les critères qui sont ceux de la loi, de pouvoir profiter avec un niveau de vie qui fasse que vous ne perdiez pas tant que ça, que vous puissiez avoir quand même les moyens de vivre cette deuxième partie de votre vie. Ça sert à ça, un système de retraite. Et c'est ça que nous devons garantir en nous intéressant notamment à ceux qui, aujourd'hui, ont justement les retraites les plus faibles. Je pense aussi aux agriculteurs, parce que les retraites des agriculteurs, c'est aussi... Et des agricultrices ? Oui, bien sûr. Et les agriculteurs... Qui souvent ne touchent rien. Oui, vous avez raison de me reprendre. J'aurais dû dire agricultrices et agriculteurs, la féministe que je suis. Non, mais même les femmes d'agriculteurs qui, la plupart du temps, se retrouvent en effet sans rien, même si ça a été souvent promis d'être changé. Un dernier mot, puisqu'il nous reste quelques secondes, Anne Hidalgo. Vous avez promis de mener à son terme la question de l'individualisation de l'allocation adultes handicapés. Voilà une question qui préoccupe beaucoup les mutualistes. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire si vous le ferez immédiatement. En arrivant ? Immédiatement, parce que je pense que c'était encore une façon d'atteindre des droits. Et c'est inadmissible. Je n'ai pas parlé du handicap et du plan sur le handicap. Nous devons aussi créer des places, faire également la question de l'autisme un enjeu majeur. On rattrape un peu de retard, mais à peine. Mais il faut que tant dans la recherche que dans l'inclusion des enfants à l'école, avec les assistantes qui sont, et surtout des femmes, dont il faut revoir aussi le statut, la rémunération, elles doivent vraiment être présentes, on doit recruter, financer. Vous me direz, tout ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais moi je préfère qu'on mette de l'argent là-dedans à, des aides sans condition, à des entreprises qui après vont, pour certaines, délocaliser, pour d'autres licencier et qui ne vont pas forcément contribuer au bien-être collectif. C'est ça l'objectif qui doit être le nôtre, faire vivre mieux les Françaises et les Français, et ça passe par moins d'inégalités. C'est un enjeu majeur des 5 années qui viennent. Si on loupe le coche, alors tout ce qui n'aura pas pu se régler ni dans ce débat présidentiel, ni par nos institutions, par le politique, par l'engagement citoyen, social, syndical, risque malheureusement de se régler autrement. Et si nous voulons refuser la violence, alors donnons toute sa place au débat démocratique qui nous occupe. Merci.
Merci beaucoup, Anne Hidalgo, d'avoir pu préciser ce matin les contours de votre programme pour la santé. Merci à vous. Au revoir. Merci aussi à Angers.